Hello! Est-ce qu'on t'a déjà dit que pour vendre dans l'artisanat, il faut faire quelque chose d'unique, mais toi, tu trouves que tu n'as rien de particulièrement unique? On en parle. C'est décidé, je vais vendre mes créations. Mais ça veut dire qu'il va falloir me vendre, je déteste ça. Il y en a déjà 1000 comme moi. Comment je vais faire pour sortir de la masse? Et si au final personne n'a acheté? Je suis sûre qu'on va me dire que t'es trop cher. Je crois que je suis vraiment plus douée en création qu'en communication. Ces phrases-là, je suis sûre que tu les entends tous les jours dans ta tête. Je me trompe? Coucou, moi c'est Perrine et j'ai choisi de coacher celles et ceux qui créent des objets magnifiques mais qui ne savent pas comment les vendre. Dans ce podcast, je te partage toutes mes stratégies pour développer ton activité artisanale. On va parler de vente, de marketing, de copywriting, des mots qui te font peur aujourd'hui et qui seront tes meilleurs amis demain. Promis, ce sera pas que de la théorie, je vais te décortiquer tout ça avec des exemples concrets et des outils que tu pourras appliquer facilement. Et je vais aussi te faire rencontrer des artisans et des artisanes qui ont réussi pour que tu réalises que toi aussi tu peux y arriver. Parce qu'on a besoin de la beauté de ton travail dans cet univers. Bienvenue dans ton espace pour réussir dans l'artisanat. Attrape tes aiguilles, tes outils, tes pinceaux et écoute-moi en créant. Je vais te montrer comment vendre ce que tu auras juste créé. Les artisans que tu admires aujourd'hui ont tous commencé quelque part. Alors pourquoi pas toi? Aujourd'hui, tout le monde peut se mettre à vendre ses créations, même des amateurs. Tout le monde peut créer une page Instagram et partager son travail. Tout le monde peut prendre un stand sur un marché, même parfois sans être déclaré. Il y a de plus en plus de produits artisanaux autour de nous et c'est de moins en moins facile de sortir de la masse. On a vu dans l'épisode précédent que la qualité ne suffisait pas. Le geste artisanal très rare ou les savoir-faire très nichés n'existent presque plus. Même le style est de plus en plus uniformisé. Tout se ressemble. Les mêmes bijoux, les mêmes sacs bananes, les mêmes bougies artisanales. Tout est très beau, bien fait, mais interchangeable. Et quand c'est ça, logiquement, le client va choisir en priorité le prix ou la créatrice qui a le mieux joué le jeu de l'algorithme. Bref, tu n'as aucune chance. Mais si je te rassure, tu as toutes tes chances. Mais pour ça, il faut que tu réussisses à créer ton océan bleu. La stratégie de l'océan bleu, c'est une théorie créée par deux chercheurs de l'INSEAD, W. Chan Kim et René Mauborgne, pour expliquer comment se différencier dans un marché compétitif. L'océan rouge, c'est quand tu nages dans un océan rempli de milliers d'autres poissons et que tu n'es qu'un poisson parmi les autres. À l'inverse, l'océan bleu, c'est quand tu es le seul poisson de ton océan et que tu nages bien tranquillement tout seul. Et tu t'en doutes, c'est beaucoup plus facile de réussir et de se démarquer quand tu es dans un océan bleu plutôt qu'un océan rouge. Je te donne un exemple. Moi, j'ai une formation sur les newsletters spécialement conçue pour les créateurs, les artisans et les artistes. Il existe d'autres formations sur les newsletters plus générales qui sont pour tout le monde. Il existe aussi d'autres formations pour les artisanes dans lesquelles on va parler de newsletters, mais sans que ce soit le seul sujet de la formation, sans que ce soit le sujet central. Ma formation, elle est dans un océan bleu. Et toi aussi, tu peux créer ton propre océan bleu. Pour ça, on va aller trouver ce que tu as d'unique. Et si tu te dis que tu n'as rien d'unique, qu'il y a déjà plein de gens qui font la même chose que toi et que tu ne vois pas comment tu pourrais être plus original, je te rassure, je vais t'expliquer comment faire. On va passer ensemble de chercher un point unique à une combinaison unique. Et tu verras que là, ce sera beaucoup plus facile. Parce que l'unicité, c'est pas d'être la seule à faire le truc que tu fais, c'est d'être la seule à avoir la combinaison particulière que tu as. J'ai appelé ça le triangle d'unicité artisanale. D'abord, tu as l'unicité de forme. C'est le fait d'avoir un produit avec une signature artistique exceptionnelle, une technique rare, un matériau inhabituel, quelque chose qu'il n'y a vraiment que toi qui fais. C'est le plus chouette, c'est le plus valorisé, mais c'est aussi le plus difficile à atteindre et le plus facilement rattrapé et copié. Par exemple, la première personne qui a lancé les pampilles interchangeables à mettre sur des créoles, elle a eu une super idée d'unicité de forme. Mais aujourd'hui, tout le monde en fait. C'est pour ça qu'on va aller chercher aussi l'unicité de cible. C'est quand tu t'adresses à un public très précis et particulier. Anaïs, de Isana Atelier, est un super exemple de ça. Elle fait des doudous, mais pas n'importe quel doudou. Des doudous spécifiquement pensés pour les personnes en parcours PMA. Ça s'adresse pas à tout le monde, mais les personnes concernées se reconnaissent immédiatement. Et le troisième type d'unicité, c'est l'unicité narrative. C'est tout ce que tu vas raconter autour de ton travail. Son origine, ses symboliques, ton intention artistique.
tes inspirations, une démarche écologique radicale, un processus particulier. C'est le plus émotionnel, le plus personnel et donc logiquement le moins facilement copiable. Ici, je te donne pour exemple Céline de Cannelle et Pieds sur Ciel, qui crée des bijoux très beaux et poétiques et qui embellit tout ça en nous racontant son hypersensibilité, ce qui la touche au quotidien, son regard unique sur les choses, son autisme. Et ça, il n'y a forcément que elle qui peut le faire puisque c'est qui elle est. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est elle. Et donc tu vois que tu peux être unique de plein de manières différentes, dans où tu te positionnes, pour qui et comment tu le racontes. Et quand en plus tu vas chercher une combinaison de ces 3 facteurs, tu te différencies encore plus et tu deviens de moins en moins imitable. Mais le vrai problème à ce moment-là, c'est que se différencier, c'est avant tout renoncer. Et le plus souvent, je vous vois avoir peur de perdre. Parce que vous vous dites, si je parle à tout le monde, j'augmente mes chances de plaire à tout le monde et donc de vendre à tout le monde. Alors que c'est l'inverse. Si tu parles à quelqu'un précisément, c'est là que tu deviens désirable. Si tu exclus volontairement une partie de la population, c'est là que tu deviens incomparable. Un positionnement fort ne se construit pas en ajoutant, il se construit en retirant. Plutôt que de te dire qu'est-ce que tu fais, je t'invite vraiment à te poser la question de qu'est-ce que tu ne fais pas, à qui tu ne t'adresses pas, qui tu ne veux pas toucher. Qui sont ces clients que tu acceptes de laisser partir pour mieux séduire ceux qui deviendront tes plus grands fans. Dans mes exemples, quand Anaïs fait des doudous pour les personnes en PMA, elle ne fait pas des doudous pour les bébés. Pourtant, elle pourrait, ce sont les mêmes compétences en couture, mais elle a choisi de ne pas le faire. Quand Céline fait des bijoux en parlant d'hypersensibilité, elle choisit d'éloigner les personnes qui n'aiment pas ce discours. Et en faisant ça, tu vas petit à petit réduire l'étendue de ce que tu fais et être de plus en plus niché, et donc de plus en plus différencié. On a fait l'exercice avec Sandra et Sandra en coaching, et je te promets que c'est pas fait exprès que ce soit le même prénom. La première Sandra, elle faisait des bijoux fantaisie en résine époxy de toute taille, toute forme et toute couleur. Je l'ai questionnée et elle m'a dit que ce qu'elle préférait, c'était travailler la résine avec un effet bicolore. Ok, on a enlevé tous ces autres produits sans cet effet. Et elle aimait les formes assez grandes, géométriques, mais à la fois légères, évasées. On a donc gardé que ces formes-là, et ça correspondait surtout à des boucles d'oreilles finalement. Et elle voulait aussi des paillettes, plein de paillettes. Donc ce qu'elle fait maintenant, c'est que des boucles d'oreilles, en résine, pailletées, avec cet effet bicolore, et ces formes grandes mais légères qui lui correspondent vraiment. Elle n'avait pas forcément énormément de produits comme ça dès le départ, mais elle a retiré ceux qui ne lui correspondaient plus, et elle a eu des tonnes d'idées pour plein de nouvelles boucles d'oreilles qu'elle adore, et qui sont vraiment dans son style. L'autre Sandra, elle faisait des objets en bois décoré, à la fois des meubles, des horloges, des tableaux, et quelque part au milieu de tout ça, des pancartes. Elle m'a dit que finalement ce qu'elle vendait le mieux, c'était les pancartes, c'était ça que les gens préféraient. Elle a donc choisi de se concentrer uniquement sur les pancartes. Mais c'était pas encore assez précis pour moi. On est donc parti sur des pancartes avec des citations, qui soient des citations déjà prêtes ou des citations personnalisées. Mais pareil, là tu peux avoir plusieurs types de citations, des citations humoristiques, des citations inspirantes. Elle, son truc, c'est les messages zen. Donc on a maintenant des pancartes en bois avec des citations zen et du coup dans un style visuel zen. Et voilà comment, étape par étape, les deux Sandra ont précisé de plus en plus leur positionnement et aujourd'hui, elles peuvent dire qu'elles font quelque chose d'unique. C'est comme ça que tu vas créer ton océan bleu. En y allant étape par étape et en faisant des choix d'exclusion volontaires. Des choix sur la forme, des choix sur la cible et des choix sur l'histoire. Par contre, un dernier point, c'est que je voudrais que tu réalises que ce travail n'est jamais fini. Tous les océans bleus deviennent des océans rouges avec le temps. Tout le monde est copié, tout le monde est rattrapé. Quelle que soit l'originalité de ton idée de départ, et encore plus dans ce monde où les informations circulent tellement vite. Mais je veux pas que ça te déprime, parce que c'est justement la raison pour laquelle tu vas pouvoir être créative ou créatif, te réinventer, mener de nouveaux projets, essayer de nouvelles choses, sortir des nouveautés. Et je crois que si t'es dans l'artisanat, c'est justement parce que t'adores ça, non ? Merci d'avoir passé ce moment créatif avec moi aujourd'hui. Si t'as créé quelque chose pendant l'épisode, j'adorerais que tu m'envoies une photo. Et surtout, viens me dire ce qui t'a marqué, ce que tu en retiens, ce que tu as envie de tester ou de faire différemment maintenant. Ça me ferait beaucoup trop plaisir d'en discuter avec toi. Tu peux aussi me laisser un avis sur la plateforme de ton choix,
c'est grâce à toi qu'on va aider plein de créateurs et de créatrices à vivre de leur passion. En écoutant le podcast, tu es déjà sur le bon chemin pour faire grandir ton entreprise. À bientôt